Il y a deux choses qui vont faire que vous ratiez. Le premier élément qui va faire que vous ratiez le plan du fourrage, c'est quoi? C'est le sabot de fond. Les Indiens, même quand ils font un tubage, ils ne font jamais le sabot. Salut les amis, on se retrouve encore pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des fourrages. Encore. Je suis passionné des fourrages, donc j'en parle tout le temps, tous les jours. Je dors, je me réveille avec. En fait, je vois sur les pages de beaucoup d'entrepreneurs de fourrage et de fourreurs même, sur leurs différents statuts, que ce soit sur Facebook, WhatsApp et autres, TikTok pareil. Je les vois régulièrement poster des vidéos avec l'eau qui jaillit d'un trou de fourrage. Il y a une différence entre un trou d'eau. Ce que j'appelle trou d'eau, c'est quoi? Quand vous creusez votre fourrage, parlons de la zone de socle, parce que c'est une zone assez complexe souvent pour le sujet dont je vais aborder. Quand vous avez frappé au marteau, vous avez trouvé l'eau dans la bouche. L'eau jaillit, vous êtes content. Vous dites que vous avez trouvé l'eau. Vous faites des vidéos, vous mettez sur vos statuts. Non, je suis le meilleur fourreur du Cameroun. Mes fourrages ne ratent jamais et tout ce qui va avec. Et d'autres personnes vont filmer un fourrage avec de l'eau qui sort d'un tuyau bleu. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous trouvez de l'eau, quand la machine est encore sur site et que vous trouvez de l'eau qui sort à travers les tiges que vous avez envoyées, en fait, c'est là où le vrai travail du fourrage commence. Beaucoup de fourrages ont raté à partir du moment où on a trouvé l'eau. Vous allez me dire comment? Tout simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas équiper un fourrage. Personne ne leur a appris à équiper un fourrage. Encore moins les Indiens qui sont au travail au Cameroun, qui ne savent pas équiper un fourrage au complet. C'est pour ça que la plupart de vos fourrages, ils vous proposent de faire le hanging. Le hanging, c'est quoi? Le hanging, c'est une technique d'équipement de fourrage qu'on utilise uniquement en zone rocheuse. Cette technique, ça consiste en quoi? Il y a ce qu'on appelle l'altération, comme je l'ai dit, la terre au-dessus de la roche. Quand c'est traversé, quand on a traversé cette altération et qu'on est tombé dans la roche, ce que les gars font, c'est qu'ils creusent dans la roche. Dans la roche, quand ils trouvent l'eau, pour économiser en tuyau. Parce qu'au départ, je me suis même dit que c'était l'économie des tuyaux. Mais ce n'est pas l'économie des tuyaux. Je me suis dit, j'ai compris avec le temps, à force de travailler avec eux, qu'en fait, ils ne maîtrisent pas le tubage complet d'un fourrage. Chaque fois qu'ils tubent un fourrage au complet, on le reprend au moins 2-3 fois. Quand ils font un fourrage, sur ces fourrages qu'ils vont faire au tuber au complet, ils vont en réussir 2, parfois 1. Les 3 ou 4 autres, ils vont le refaire une deuxième fois. Et ils vont le refaire une deuxième fois parce que, très souvent, moi je ne parle de mon cas, très souvent, je leur donne la conduite à technique quand il faut équiper un fourrage. Eux, ils font les têtus. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je parle de la chaîne de responsabilité. Quand vous engagez des personnes qui travaillent pour vous, vous estimez que vous avez bien formé pour rendre un service. Quand ils arrivent sur le terrain, leur erreur, c'est votre erreur. Et ce que les Indiens ne font pas. Quand leur opérateur ou bien leurs aides, leur opérateur avec ses collaborateurs, ses manœuvres, équipe le fourrage sans écouter les directives du contrôleur ou de la personne qui a gagné le marché, qui parfois est un expert, ils se retrouvent très gênés en train de rater le fourrage. Et quand ils ratent le fourrage, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vous faire croire qu'il n'y a pas de l'eau. Je vais vous montrer, vous allez voir des vidéos passées tantôt d'un fourrage où l'eau est sortie à la tige. Quand ils ont fini par équiper le fourrage, l'eau n'est plus sortie. Ça arrive régulièrement, parce qu'ils ne savent pas le faire. On peut vous former à le faire, mais ça demande la pratique. Beaucoup de pratique pour apprendre à équiper un fourrage. La meilleure école d'équipement des fourrages, c'est la zone sédimentaire. Parce que là-bas, on ne triche pas. Turbo complet. C'est la meilleure école. Vous voulez apprendre à équiper un fourrage, allez en zone sédimentaire. Mais il y a un phénomène que je trouve amusant. C'est que même les gars de la zone sédimentaire, quand ils arrivent à la zone de socle, ils font le hanging. Donc quand l'Indien les convainc qu'à cet endroit, il faut faire le hanging, il ne faut pas faire un tubage complet. Et eux n'ont jamais percuté que c'est parce que l'Indien ne sait pas faire un fourrage complet qu'il lui demande de faire le hanging. Ils n'ont jamais percuté. Mais ils arrivent dans ces zones-là, ils font du hanging. Et quand ils arrivent, rentrent sur doigt, ils disent qu'ils ont fait un bon travail. N'importe quoi. Comme je disais tantôt, quand on a trouvé l'eau à travers les tiges, quand le marteau, quand la foreuse a trouvé l'eau et que l'eau jaillit du sol, le plus dur commence. Il y a deux choses qui vont faire que vous ratiez. Le premier élément qui va faire que vous ratiez le plan du fourrage, c'est quoi? C'est le sabot de fond. Les Indiens, même quand ils font un tubage, ils ne font jamais le sabot. Ils vont couper le tuyau, faire une sorte de cône qu'ils vont chauffer et après ils vont refroidir pour ça passer un cône. Mais le sabot de fond, on le fait avec du ciment. Quand on insère au fond dans ce cône-là, pour qu'il bouche les remontées de saleté qui vont passer à travers les trous de ce cône. Parce que ce cône, quand on le fait, il y a toujours des espaces, des vides. Et très souvent, il y a la saleté qui va remonter à travers ce cône. Le bouchon de fond qu'on fait en ciment généralement, c'est pour empêcher cette remontée-là. La deuxième chose, c'est le massif filtrant. Le massif filtrant, dépendamment du type de massif filtrant que vous utilisez, je vous explique. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous mettez le massif filtrant dans le fourrage autour du tuyau bleu, à un moment donné, quand vous enlevez les casings montent avec le tuyau bleu. Ce que vous faites, ce que les Indiens font, c'est qu'ils frappent avec le marteau, ce qui contribue à briser
le tuyau. Ça perce le tuyau en profondeur et le massif filtrant entre à l'intérieur. C'est ça qui se passe. Et vu que le massif filtrant est anguleux, il y a la manière de mettre le massif filtrant n'affecte pas le tuyau. Pour ça, il faut vous former. Vous mettez le massif filtrant, ça bloque le tuyau bleu, vous frappez, ça perce le tuyau. Mais si vous mettez un massif filtrant roulé, comme ce qu'on utilise dans la zone sédimentaire de Douala, généralement quand vous allez tirer votre casing, dans 90% des cas, le tuyau va glisser, ou le massif filtrant va glisser sur le tuyau. En fait, en montant, la pierre concassée roulée ne va pas piéger le tuyau dans les casings, ce qui va contribuer à affecter votre fourrage. Mais le plus important dans tout ce que je vais vous dire, c'est le casing en lui-même. Ce que les gens font, c'est que quand ils ont trouvé l'eau, il y a une opération qu'ils ne font pas souvent. Parce que les Indiens, parfois, quand ils sont pressés, dès qu'ils ont trouvé l'eau, ils veulent partir. Ou bien, comme la technique de foration, c'est l'air, et que les Indiens, quand ils arrivent sur le chantier, ils ont ce qu'ils appellent support rock, mais le support rock, très souvent, n'a pas un réservoir d'eau. Pourquoi je dis ça par le réservoir d'eau? Parce que vu qu'ils sont pressés, qu'ils veulent s'en aller, ils ne lavent pas bien le casing. Et quand il y a la boue dans le casing, vous versez le massif filtrant, il ne descendra pas. Il va rester piégé dans cette boue qui a collé aux parois du crépine. C'est ça qui va contribuer à piéger aussi le tuyau dans les crépines. Et quand vous allez frapper, ça va se percer, ça va descendre le trou. Et vous ne le saurez pas. Donc quand vous faites un fourrage, la première chose que vous devez faire quand vous finissez un fourrage, vous devez laver correctement le trou du fourrage. Laver correctement les casings si bien qu'il n'y a plus de boue sur les parois. Avant de commencer, c'est ça qu'il faut faire. C'est cette opération qu'on ne fait pas avant l'installation du massif filtrant qui fait en sorte que l'équipement de ce type de forage rate régulièrement. Je vous dis tous les jours, on ne vous apprend pas ça à l'école. Formez-vous comme il faut. Parce que ce que je vous dis dans ces vidéos, dans ces chroniques, on ne vous apprend pas ça à l'école. Vos enseignants ne les connaissent pas parce qu'ils ne sont pas des praticiens. La plupart n'ont jamais fait un forage. La plupart, comme moi je connais, n'ont jamais fait un forage. La plupart avec lesquels j'ai déjà discuté n'ont jamais fait un forage. Formez-vous. J'ai lancé mon programme de formation, c'est vrai. C'est une formation de 6 mois que j'offre et qui coûte 3 millions. Je suis déjà à 3 personnes, un quatrième s'est signé dernièrement, qui sont intéressés à cette formation. Et j'ai décidé d'atteindre le quota de 10 personnes pour pouvoir faire une formation complète et efficiente. Je vous encourage à vous former. Si vous êtes intéressé par cette formation, remplissez le lien en commentaire. Et mon équipe va vous contacter pour qu'on puisse vous donner les modalités par rapport à cette formation. Donc, je vous encourage à vous former. Mais, retenez ceci. La formation que je vous donne, c'est une compétence que je vous transmets. Ce n'est pas un diplôme que je vais vous donner. Je vous transmets une compétence. C'est pour ça que je demande que les personnes qui veulent se former aient une formation en géologie, une formation liée à l'eau. Parce que ce diplôme, accompagné à la compétence que je vais leur transmettre, va leur ouvrir beaucoup de portes. Si je vous donne un diplôme, il n'y a pas de diplôme de chercheur d'eau. Il n'y a pas de diplôme. On devient chercheur d'eau après avoir fait des études de géologie. On devient un expert dans l'eau après avoir fait beaucoup de pratiques. C'est cette expérience que moi je vais vous transmettre en 6 mois en faisant uniquement du terrain. Nous n'allons pas nous asseoir dans les salles de classe, faire des projections et autres. Vous allez bénéficier peut-être des vidéos de formation, c'est vrai, que vous allez écouter quand vous serez chez vous, dans votre maison et consorts. Mais la formation, c'est 100% pratique, 100% terrain. Et nous allons voyager dans la majorité des villes du Cameroun et vous allez apprendre les difficultés liées à chaque région. Comment contrôler ces difficultés et quel type de machine est approprié pour chaque type de sol, pour un type de sol particulier par rapport à tel autre type de sol. Je sais, vous allez me dire que la formation coûte cher. C'est vrai, mais la compétence n'a pas de prix. Moi, je l'ai appris en 10 ans. Et en 10 ans, vous n'imaginez pas ce que j'ai dépensé. Cette compétence que j'ai appris en 10 ans, je vous la transmets en 6 mois. Et si vous êtes intéressé par la formation, rejoignez l'aventure et vous ne serez pas déçus. Ciao. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des
forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Celui qui n'a pas 3 millions ne me cherche pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.